Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans un précédent numéro, nous avons commencé par parler des risques que couraient les pays africains avec ces doses de vaccin AstraZeneca qui sont livrées via le dispositif COVAX dans un environnement où plusieurs pays, surtout européens, ont opté pour la suspension de l'administration de ce vaccin en raison de caillots sanguins observés chez les patients qui en ont reçu des personnes qui ont été vaccinées. Pour en parler, on a reçu Dr Célestin Alessis-Sagouessi que nous retrouvons depuis Paris. Il est praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat dans le 18e à Paris en France, spécialiste de médecine d'urgence, chercheur en santé publique et puis un PhD en cours en santé publique avec lui à Paris-Sorbonne. Docteur Agbessi, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci de nous avoir. Dans la suite de notre entretien, les pays africains donc ont commencé par recevoir des doses du vaccin COVAX, plutôt AstraZeneca via le dispositif COVAX. Dans certains pays, le top de la vaccination a déjà été donné, avec des chefs d'État qui ont voulu donner l'exemple à la population comme pour assurer que ces vaccins, ces doses sont sans risque. Que faut-il faire dans ce cas pour rassurer la population dans cet environnement afin qu'elle puisse se laisser vacciner, Écoutez, d'abord, je pense qu'il est utile pour nos téléspectateurs de comprendre finalement le mécanisme par lequel les pays africains, malgré les pénuries de vaccins au niveau mondial, ont pu avoir le vaccin et surtout mettre en évidence le mécanisme COVAX. Parce que l'Alliance Gavi, qui est d'abord l'Alliance pour les vaccins dans le monde, a été créée en 2000 pour favoriser l'accès à la vaccination, surtout des pays les plus pauvres, vu la capacité de production des vaccins dans les pays d'Afrique, c'est-à-dire près de zéro. Effectivement, il faut, pour protéger la population mondiale, donner accès à la vaccination au plus grand nombre. Et la pandémie du Covid-19 a mis l'Alliance Gavi au premier plan, puisque sa pérennité garantissait finalement la bonne, je dirais, péréquation des vaccins. Or, on s'est rendu compte que les 3/4 des vaccins, voire même les 4/5 des vaccins contre le Covid ont été préemptés par les pays du Nord, donc pas les pays riches, à l'exception de la Chine qui a pu développer son propre vaccin et qui l'a très peu mis sur le marché. Et donc, c'est là où entre en jeu le mécanisme COVAX, puisque le 4 juin, Gavi réunit 45 chefs d'État pour un événement virtuel qui a permis la mobilisation de 8,8 milliards de dollars et qui a permis finalement d'acheter pour les pays pauvres les vaccins. Et donc, c'est par là que finalement l'AstraZeneca entre en scène pour permettre justement aux pays du Sud, aux pays africains d'avoir accès aux vaccins. Donc, le COVAX, c'est vraiment l'accélérateur qui a permis en septembre 2020 au sein de l'Alliance Gavi de l'achat groupé et la distribution de médicaments, donc du vaccin aux pays africains. Le Ghana fait partie des peuples qui en avoir bénéficié. Et donc, forcément, oui, le Ghana commence à vacciner et le président du Ghana nouvellement élu, Nana Addo-Akufo, s'est prêté au jeu de la vaccination devant tout le monde pour montrer la garantie, l'innocuité et l'efficacité de ce vaccin face à la population. Maintenant, il faut définir les populations cibles en Afrique, en tout cas dans ce pays, qui devraient pouvoir bénéficier du vaccin. Le Ghana est un pays qui est relativement riche par rapport aux autres pays d'Afrique. C'est un pays anglophone avec une très longue tradition de vaccination. Et donc, les populations cibles ont déjà été définies par le gouvernement ghanéen, à savoir les patients de plus de 65 ans, en priorité, qui ont des comorbidités, puisqu'on sait très bien qu'en Afrique noire, à l'exception de l'Afrique du Sud, et encore, la question se pose, à l'exception des pays anglophones, l'espérance de vie en Afrique
est relativement faible. Au Bénin, par exemple, c'est 60 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes. Or, on sait très bien que les gens qui sont le plus atteints par le Covid dans le monde, dans les pays riches, ont souvent plus de 65 ans et la mortalité touche essentiellement les patients de plus de 75-85 ans. Donc, il est très clair qu'en Afrique, nous n'avons pas cette population-là, ce qui explique aussi la moindre atteinte des populations africaines, puisque nous avons une population qui est essentiellement très jeune. L'âge médian en Afrique, c'est de 20 ans, et donc forcément, les types de populations atteintes chez nous sont différents de celles en Europe, puisque nous ne sommes pas assez vieux pour vite mourir du Covid, mais assez jeunes pour en mourir quand même, puisque nous avons commencé notre transition démographique et sanitaire, c'est-à-dire que nous avons commencé à avoir des maladies des riches tout en restant pauvres. Donc, les gens qui devraient bénéficier de la vaccination Covid en Afrique seront typologiquement les mêmes qu'en Europe, mais avec des âges beaucoup plus bas, à raison d'une différence de 20 ans, puisque entre 75 85 ans en Europe, on arriverait à 55-65 ans en Afrique. Donc forcément, ceux qui sont les plus vulnérables à cette pathologie, d'ailleurs, on sait très bien que la mortalité du Covid en Afrique, bien qu'elle soit faible, touche essentiellement cette catégorie de personnes. Bien entendu, ceux qui sont aussi extrêmement âgés sont atteints, mais leur nombre est tellement faible que la population cible de première vue est cette catégorie de personnes entre les 55 et 65 ans, d'abord avec des comorbidités. Et donc, je pense que le Ghana a commencé par faire ça. Après le Ghana, à part le Ghana, on a vu d'autres pays, le Rwanda, entre autres, avec le président également qui s'est prêté à l'exercice. Docteur Agwessi, dites-nous, pour un continent qui a quand même été moins touché par le coronavirus, pourquoi aller forcément à cette vaccination? Est-ce que ça ne renforcerait pas ces critères, ces appréhensions des populations qui diront finalement, ou même des personnes, des populations ciblées, de ces cibles-là, à se dire, bon, on n'en a pas besoin puisqu'on n'en avait pas, on n'en était pas mort pour autant? Oui, en effet, c'est une très bonne question. Et il y a plusieurs études qui ont été faites par le CDC Africa, qui est le centre des maladies et de prévention, Center of Disease Control and Prevention, le centre de contrôle des maladies et la prévention en Afrique, qui est à Addis Abeba et qui dépend de l'Union africaine. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, en effet, l'Afrique bénéficie de la vaccination à un niveau extrêmement faible, qui est en rapport, il faut aussi le préciser, à sa population atteinte et à la mortalité. Oui, il y a quand même des morts en Afrique. Et ces morts, si elles sont évitables par la vaccination, effectivement, il faut vacciner les gens. Enfin, la question ne se pose pas. On se vaccine contre le tétanos, la poliomyélite, et la coqueluche. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne se vaccine pas contre le Covid si on en a la possibilité, si on en a l'accès. Donc, oui, la question de la vaccination, pour moi, ne se pose pas. Même s'il y a d'autres maladies en Afrique qui mériteraient qu'on s'y attarde beaucoup plus. Mais néanmoins, ce n'est pas parce qu'on a un vaccin contre une maladie et qu'on n'en a pas contre d'autres qu'il faut, pour des raisons, je dirais, parfois de fierté, parfois de peur, beaucoup d'ignorance, ne pas y en avoir accès. Donc oui, je pense qu'il faut vacciner les gens potentiellement éligibles à la vaccination en Afrique. Et je voulais dire aussi une chose. Il y a un gradient de défiance par rapport à la vaccination en Afrique qui n'est pas ce qu'on croit. Dans certains pays anglophones, par exemple, la vaccination est clairement admise et est mise en œuvre de manière, je dirais, relativement simple. Dans d'autres pays, par exemple, dans certains pays du nord de l'Afrique, dans le Maghreb, il y a une défiance qui est beaucoup plus grande que par rapport à certains pays du sud. Et dans certains pays de l'est de l'Afrique aussi, en effet, en Somalie, par exemple, la défiance est extrêmement forte. C'est-à-dire qu'on est entre 40 et 50% de gens qui ne veulent pas de la vaccination. Mais il faut aussi remarquer que c'est aussi lié à l'histoire des pays, à l'histoire de la colonisation aussi, dans certains pays, qui met en évidence une défiance très forte par rapport à la vaccination. Enfin, en Afrique, il y a aussi une défiance qui est extrêmement liée à des groupes de pression en fonction de la religion, en fonction des fake news, en fonction des gouvernements. Par exemple, on avait bien vu au Soudan, il y a très longtemps, pas si longtemps que ça, une défiance institutionnelle par rapport au vaccin, mais le Soudan était dans
conflits de guerre entre le Soudan du Nord et le Soudan du Sud aujourd'hui, la guerre au Darfour. En Afghanistan, par exemple, il y a eu une très grande défiance par rapport au vaccin contre la poliomyélite. Au Nigeria aussi, il y a une très grande défiance à la vaccination par rapport à la poliomyélite et ces deux pays encore sont des endroits où il y a encore la poliomyélite alors qu'elle est éradiquée presque dans tous les autres pays du monde. Donc, vous voyez, la défiance à la vaccination en Afrique n'est pas homogène, n'est pas uniforme. Elle est liée à plusieurs types de défiance. Une dernière question pour vous, puisque le temps nous imparti à cette émission déjà tire à sa fin. Dans ce contexte, comment s'y prendre pour pouvoir retracer facilement les cas d'effets secondaires et pouvoir en répondre comme il se doit? Mais écoutez, je pense que les institutions médicales et les institutions universitaires dans les pays africains sont à même de le faire, puisque chaque vaccin est tracé par un numéro, un lot, et chaque patient aussi est tracé par son numéro de sécurité sociale ou son numéro d'identification. Et donc, il faut associer les deux et effectivement créer un système de tracing qui existe déjà de fait avec le Covid, puisqu'on peut arriver à trouver tous les patients à temps. Ça, c'est la première chose. Quand ils sont dépistés, on arrive à les avoir. Deuxième chose, et ça, c'est extrêmement important, il faut absolument, contrairement à ce qui a peut-être pu être fait en Europe assez vite, éviter de vacciner ceux qui ont déjà été atteints du Covid. Je pense que la grande limite des systèmes africains, c'est l'absence finalement d'un dépistage massif de masse par rapport au manque de moyens que nous avons. Et donc, ce qui pourrait amener parfois à vacciner des gens qui ont déjà été atteints du Covid alors qu'ils sont immunisés. Et donc, le tracing des patients est relativement facile à réaliser. Et surtout, une plus grande écoute de ces patients-là après les vaccinations. Donc, je ne suis pas tellement inquiet par rapport au tracing des patients, mais je suis plutôt inquiet par rapport au nombre de vaccins qui seraient reçus, au type de gens à qui on les donnerait, au type de patients à qui on les donnerait, parce que n'oublions pas, nous sommes en Afrique, et les cas, finalement, de fraude, les cas de népotisme, les cas de donner à des gens qu'on connaît bien, qu'on aime bien, alors qu'ils ne sont pas éligibles. Je fais confiance aux autorités africaines parce qu'il y a des gens compétents, il y a des moyens efficaces pour le faire. Et donc je n'ai pas de doute là-dessus. Merci à vous, docteur Célestin Alexis Sagouessi, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire Bichat Paris. Donc nous vous recevions pour parler des risques que représenterait pour les pays africains le vaccin AstraZeneca, dont l'administration est suspendue dans plusieurs pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour l'entretien du jour de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Restez informés à chaque instant sur SICA.